Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Stéphane Laure, bonjour. Aujourd'hui, Bonjour. c'est l'inverse. Tu me laisses l'honneur de te mettre sur le grill. C'est vrai. Et vraiment, c'est un privilège de t'avoir et de pouvoir aussi faire le switch, c'est-à-dire t'interviewer. Et donc, c'est moi qui tiens le micro, c'est moi qui guiderai donc la conversation. Puis j'ai hâte que tu me parles pour la première fois de toi, ton parcours d'entrepreneur. Déjà, comment tu te sens dans ce changement de posture? Écoute, c'est un peu bizarre, je t'avoue, parce que comme je te disais un petit peu en off tout à l'heure, ça fait un petit peu le switch, pas le switch. Je sais pas les questions que tu vas me poser, je sais pas quelle sera ton approche, mais écoute, je te fais confiance et on y va. On y va, c'est parti. Je m'inspire de ta façon de faire. On va commencer par le portrait chinois. Des petites questions à répondre au tac sans trop réfléchir. Est-ce Ok, que t'es je prête? suis prête. Allez. Alors, si ton parcours était un livre, lequel ce serait et pourquoi? D'accord. Le premier qui me vient enfin, celui que j'adore, c'est Huis clos de Sartre. Ça m'inspire. Alors, du coup, c'est pas très business, mais c'est parce qu'il est connu pour cette phrase qui dit que l'enfer, c'est les autres, Hmm, qui est souvent interprétée d'une certaine manière. Et en réalité, c'est le fait qu'on est impacté par la perception que les autres vont avoir de nous. Et ça peut avoir comme effet un problème en termes de positionnement. Enfin bref, il y a tellement d'éléments que j'ai envie de dire, mais on a un temps très réduit. Donc je huis dirais que c'est clos. ça. Et ouais, c'est huis clos parce que c'est mon livre préféré. Super, ça dit beaucoup déjà de ton positionnement. Et une devise qui te guide vraiment au quotidien. Pas simplement une jolie phrase, vraiment une phrase que tu te répètes et qui te guide. Bah écoute, j'ai toujours des mantras sur mes bracelets et le premier qui me vient, c'est Make Today Count. Et le Hmm. deuxième, c'est Live What You Love. Donc c'est vrai que c'est des phrases un peu toutes faites, mais je pense que ça résume bien ce que j'ai à l'esprit. Est-ce que tu peux traduire pour nos auditeurs francophones? Make Today Count, c'est le fait que chaque jour compte. Mm. Quand tu commences ta journée en te disant, OK, là aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'important pour moi, je vais faire que cette journée ait servi à quelque chose. Et Ouais, Live What You Love, c'est fais ce que tu aimes, ouais. Tu vas sûrement être un booster dans ton parcours entrepreneurial, j'imagine. c'est sûr. Et en parlant d'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a un mythe de l'entrepreneuriat que tu aimerais voir disparaître définitivement en 2026? Oui, le fait que ça tombe du ciel et qu'en fait, il y a des formules toutes faites. Je pense Mm. qu'il y a autant d'entreprises que d'entrepreneurs. Et comme je l'ai dit dans le switch, derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur qui a eu une idée et qui s'est battu pour la réaliser. C'est un vrai parcours. Un marathon, comme on Ouais. dit. Et si ton business était un pays, lequel ce serait? Si mon business était un pays, ce serait un pays ensoleillé, probablement une île. J'aurais dit Bali parce que c'est pas très loin de là où je vis et que ça a ce côté un petit peu zen qui Mm. permet de prendre du recul et de se connecter. Ouais. Et si tu devais tout recommencer à zéro demain, quelle est la seule chose que tu ferais de la même façon? Et de lancer ma boîte. Super. Eh ben merci pour cette petite introduction. Ça a vraiment planté le décor, savoir un petit peu qui tu es. Et je vais continuer là-dessus. Si tu devais un peu te présenter, parler de ton titre de CEO, d'entrepreneur, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui se demanderait mais qui est Stéphane Laure? De façon générale et la plupart du temps, on m'appelle Stéphane. Si je devais me présenter, je dirais que je suis une femme qui est dynamique, qui aime les voyages, l'action et quand les choses bougent. J'adore aussi la lecture, réfléchir et rencontrer les gens. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Par rapport à ça, peut-être que tu pourrais nous présenter maintenant, qu'est-ce que tu fais, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à monter ton entreprise et ta méthode aussi.
Moi, ce que j'ai fait, donc mon parcours, je suis juriste de formation, je suis docteur en droit du commerce international et je voulais faire de l'aide au développement. C'est ce qui m'a amenée, à voyager puisque je voulais découvrir, plein de cultures différentes, tout en pouvant en vivre. Forte de cette expérience, j'ai pivoté, j'ai changé, mon orientation professionnelle puisque je voulais que les choses soient plus concrètes que ce que je voyais dans les grosses organisations, dans les grosses structures. Mm. Et je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Et comment est-ce que je suis tombée dedans? C'est qu'à un moment donné, je me suis posé la question de ce que je pouvais faire qui serait utile pour les gens. Et l'idée, c'était de pouvoir utiliser ce que je savais faire pour pouvoir avoir un impact qui serait peut-être pas aussi conséquent que ce qu'on peut avoir quand on travaille pour des grosses organisations internationales, mais au niveau des personnes que je rencontrais. C'est comme ça que Mm. j'ai monté ma méthode en 8 étapes qui permet d'accompagner les entrepreneurs de la phase de l'idée à l'implémentation de leur société, mais également dans ce qui est le plus intéressant, qui est la croissance et le développement de leurs projets, la réalisation de leurs projets. Et donc, j'ai monté cette méthode en 8 étapes qui a donné le nom de ma société, 8S to Business, 8 Steps to Business. Et Mm. fort de ça, j'accompagne depuis plus de 10 ans les entrepreneurs à développer leurs projets, à les faire croître. Et je propose également des programmes pour accompagner dans la même développement et potentiellement en employabilité pour les étudiants et pour les entreprises, des accompagnements au leadership ou comment utiliser ce que les entrepreneurs savent faire pour rendre leur activité plus pérenne et pouvoir lui apporter du sens. Je pense que ça, tout ce que tu fais, tout ce que tu résumes, ça a totalement un lien avec ce petit portrait que tu nous as présenté. On voit l'importance, ouais, du sens, de l'impact. Et ça me fait rebondir. Tu disais que tu venais d'un monde ultra codifié, hein, le côté juriste de formation, la direction juridique, le recrutement aussi dans des grandes organisations internationales. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, c'est le moment, en fait, que je puisse monter ma boîte à mon image et apporter du sens à mes missions? Bah, c'est ça, je pense que le mot-clé, c'est le sens Mm. de ce qu'on fait. Et en fait, il y a un moment où, quand c'est très gros et que, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à différents échelons, on perd facilement le sens de ce qu'on est en train de faire. Moi, je voulais faire de l'aide au développement, je voulais aider les pays en voie de développement ou à revenus intermédiaires à prendre leur place sur le plan international. Et j'étais convaincue de l'inversion des pôles, donc de l'Est à Mm. l'Ouest et du Sud par rapport au Nord, et que justement on allait avoir une croissance conséquente qui allait se passer dans ces endroits-là, donc que c'est là que ça allait bouger. Et en fait, je voulais monter des écoles, des autoroutes, des aéroports, plein de choses qui boostent une économie. Et en fait, non seulement ça prend du temps, des fois il y a des projets qui ne voient jamais le jour et pourtant qui ont tout pour que ça puisse arriver et qui se perdent. Donc, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que j'avais pensé qui était fort en termes d'impact et de sens n'en prenait pas vraiment, que ça se perdait au milieu de... C'était plutôt de, enfin, une sorte de manque peut-être de volonté vraiment de vouloir faire avancer les choses. Penser. Mais du coup, c'était pas du tout en ligne avec mes valeurs, ma volonté d'impacter. Quand il y a eu cette perte de sens qui est arrivée, où je me suis dit, mais je fais pas du tout ce que je veux faire en fait. Que Ouais. là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Et ensuite, comment est-ce que je veux le faire? Hmm. Et c'est là que j'ai fait basculer tout mon monde, puisque j'avais basé mes études, ma carrière à ça. Et que là, du coup, c'était plus du tout ce que je Et pensais. ça chamboule, Ah, ça fait mal. et dans cette période-là, est-ce que tu as été, parce que souvent, le travail que tu fais, c'est aussi accompagner les entrepreneurs. Est-ce que dans ce chamboulement que tu as vécu, est-ce que toi, tu as été accompagné? Est-ce que tu as eu un mentor, un programme qui a pu te soutenir, ou même d'autres femmes entrepreneurs? Comment ça s'est passé, ce changement de vie? C'était compliqué parce que j'étais déjà à l'étranger. Je vivais au Vietnam et Ouais. on n'avait pas d'aide à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis positionnée enfin, sur Hmm. ça, parce que j'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui voit où est-ce que j'en étais, comment je voulais me positionner. J'avais vraiment une proposition. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que j'étais en train de planer complètement? Donc Ouais. voilà, j'aurais aimé avoir ça. Donc je l'avais pas. Donc ça a été vraiment challengeant. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui changeait de vie, qui avait
déjà commencé sa transition, qui était à la base dentiste et qui est devenue coach Mmh, en développement personnel. Et un sacré exactement, changement. un sacré changement. Et donc, je la rencontre au Vietnam. Et donc, du coup, c'est d'abord devenu une amie. Et donc, elle lançait son activité de coaching en développement personnel. Moi, je voulais aider les personnes à lancer leur boîte. Et en fait, on s'est entraidés. Je l'ai aidé à lancer sa boîte et elle m'a aidé à lancer la mienne. Ah ouais, vous avez été la cliente l'une de l'autre. Un C'est peu, génial. ouais. Elle a été mon déclic. Ouais. Toute la partie mindset, c'est pour ça qu'elle est très importante pour les entrepreneurs, qu'elle m'a Mmh. beaucoup aidé sur cet aspect-là. Prendre mes 36 étages que je venais de me prendre et essayer d'atterrir, de me relever et ensuite lancer mon projet et l'aider à lancer le sien, ça a été, ça a montré que, en effet, la méthode que j'avais mise en place fonctionnait. Si je reviens sur la méthode, comment tu es venue à te dire que, la bonne méthode, la bonne manière, de développer, d'avoir un business, qui croît correctement, c'est d'arriver à 8 étapes? Comment ça s'est passé, cette réflexion, et cette mise en place de ton côté? En réalité, le principe est inspiré du business plan. C'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas nécessairement fait une école de commerce Mmh. et tout le monde n'est pas nécessairement familier avec le business. Par contre, les personnes qui veulent se lancer ont nécessairement une forte expertise dans un domaine. En soi, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une tendance à se concentrer sur ce qu'on sait faire et à écarter ce qu'on ne sait pas très bien faire. Et le problème, c'est que pour lancer quelque chose, enfin, pour avoir une vue à 360, sachant que ça va évoluer, que ça va changer, qu'il va falloir être flexible et s'adapter, être agile par rapport à ça, c'est important d'avoir déjà un premier chapitre à ton livre. Et donc, on peut dire 8 étapes. Et donc, première étape, c'est l'idée. Travaille ton idée. Comment est-ce que tu vois ton business? Comment tu te projettes dedans? Qu'est-ce que tu vas proposer? Pourquoi est-ce que les gens viendraient te voir toi plutôt que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui va faire que ton offre va être intéressante? Tu poses tout sur un papier, tu le sors de ta tête pour le voir, le rendre Mmh. visible, le rendre concret. Et là, on commence le process. Le savoir qu'est-ce que tu as un marché, c'est quoi un marché. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ces 8 étapes? C'est que ça te permet de décortiquer l'ensemble de ce que tu as besoin pour faire un business. Et donc, s'inspirer OK. du business plan, on creuse sur chacun des éléments majeurs de la construction. C'est-à-dire qu'à la fin, donc j'écris ma méthode, je l'ai publiée, à la fin de ma méthode, à la fin du livre, tu as ton business plan. Et il y a des exercices dedans pour que justement tu aies la possibilité de creuser chacune de ces étapes pour bien comprendre de quoi tu parles en fait. Ouais, que ça reste pas juste, un concept, mais que ce soit vraiment, la mise en pratique, j'imagine, pour les entrepreneurs. Exactement. Et que tu puisses Ouais. visualiser, commencer à comprendre c'est quoi ton business. Sans tant qu'on ne le comprend pas, on ne peut pas l'expliquer. C'est vrai que c'est Exactement. essentiel. Je trouve hyper intéressant le fait que tu sois passé de juriste, dans les métiers très sérieux, très cadrés. Comment tu arrives aujourd'hui à avoir cette, liberté, cette créativité dans ton métier d'entrepreneur? Comment tu as pu te réapproprier, cette créativité, cette liberté? Je pense qu'on est un peu tous créatifs, mais qu'on ne le sait pas, mais à différents degrés. Mmh. J'ai tendance à dire que les entrepreneurs sont des artistes qui s'ignorent et les artistes sont des entrepreneurs qui s'ignorent. Donc, on se croise à plusieurs égards. Et sur ma spécialité en droit, je fais du droit international. Donc, c'est pas comme en droit pénal ou en droit de la famille où tu vas avoir un code, surtout en droit français où tu vas avoir ton code, le gros bouquin rouge, Mmh. rempli de jurisprudence, etc. etc. Tu as des textes. Nous, on est Ouais. sur des traités internationaux, sur de la négociation, donc on est déjà Mmh. plus sur l'humain. Moi, je suis sur la partie du droit très orientée, parce que le droit, c'est une science humaine et sociale. À la base, le but du droit, c'est d'encadrer la vie en société. Donc, je suis pas si loin de ce que j'ai appris en termes de structure, en termes de cadre. Et après, sur la partie créativité, en termes de proposition, c'était du droit des affaires. Donc, l'idée, c'est de trouver comment faire, le principe du droit international, c'est comment arriver à faire fonctionner des réglementations différentes selon les pays. Et ça ne t'empêche pas d'échanger avec les autres pays. Comment sécuriser Mmh. tes échanges malgré le fait que vous ayez différentes histoires, différents backgrounds, différents droits qui Ouais, s'appliquent. Donc, différentes déjà dans ma partie du droit, cette partie créative, constructive, arriver d'une idée ou d'une volonté à la solidifier, c'était déjà le fonctionnement nécessaire d'avoir. tu as toujours eu l'importance de créer du lien, de créer de la coopération, être dans l'écoute et surtout comprendre, sortir de tes repères familiers, de ta zone de confort, de ce que tu connaissais, en voyageant beaucoup.
Et ça me fait penser, tu m'as parlé que tu vis, à l'étranger et c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, les réalités derrière l'expatriation. Je trouve que tu es la bonne personne pour nous parler de ce qui se passe, derrière tout cela et de savoir toi comment tu l'as vécu cette réalité, que personne ne raconte de partir d'un pays et puis de s'installer dans un autre pays en créant en plus son business donc double challenge. Comment tu l'as vécu? Bah, je l'ai juste vécu. C'est un peu le principe. C'est vrai que dit comme ça a l'air de rien, mais ça résume un peu, pour moi, le challenge de la vie en général. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Donc, Mmh. moi, je savais, comme je disais tout à l'heure, parce que je voulais faire de la coopération, parce que je voulais faire de l'aide au développement, que j'allais probablement vivre dans un autre pays que le mien. Donc, j'étais assez ouverte à ça. Donc, ça, c'est le premier Mmh. point. Et j'ai une tendance, comme je disais tout à l'heure sur les mantras, ou en tout cas, ce qui me parle, c'est aime ce que tu fais. Donc, Ouais. déjà, le cadre, l'environnement dans lequel tu es, découvrir, apprendre tout le temps. J'aime être surprise, j'aime apprendre des choses de tout le monde. Ça, je trouve que c'est passionnant, ça t'enrichit. Donc ça, c'est la première partie qui a fait que mon expatriation était attendue, parce que Mmh. c'était déjà quelque chose de Je très sais. fort pour moi, qui était très Mmh. important, de justement avoir cette capacité de ne pas uniquement rêver de ces contrées lointaines, mais de les voir, de les découvrir et de les vivre. Donc c'est pour ça que je disais, tu les vis. Après, Mmh. sur l'autre aspect de l'expatriation, c'est que c'est pas simple, parce que justement, il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Donc, tu apprends à être. Quand je suis arrivée au Vietnam, le premier mois, j'ai appris à lire, à compter en vietnamien, parce que même s'ils utilisent des lettres latines, c'est Mmh. pas du tout la même façon de les lire. Quand tu dois payer à la caisse ou même dans la rue les frics ou les légumes que tu viens d'acheter, tu comprends pas grand-chose. Tu repars un peu à zéro. Et donc ça, c'est quelque chose qui est challengeant. Ça peut être déroutant aussi, ouais. Même, j'imagine peut-être pour certains de se dire: «Bah, je finalement je reste pas, c'est trop difficile». Ouais, Toi c'est qu'est-ce dur. toi qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? Qu'est-ce qui a un petit peu, ouais, été le moteur finalement de dire: «Bon, je suis à la place où je dois être, je continue»? Bah, comme je disais, je pense que j'aime le challenge et je suis curieuse. Donc, tant que j'ai pas compris, je vais continuer à essayer jusqu'à ce que je comprenne. Et après, tu es toujours plus riche de quelque chose. Ouais. Même en étant un outsider et en ayant l'air complètement à l'ouest, parce que tu comprends rien au code, t'as pas les codes, t'as pas les mots, tu es vraiment à la ramasse. Bah oui, aujourd'hui, je sais pas, mais du coup, je vais apprendre de vous Mmh. tous. Et puis après, bah, je saurai déjà ce que moi je sais et j'aurai appris ce que vous m'aurez appris. Donc, quoi qu'il arrive, t'avances. Et je pense que ça a pu m'aider à monter ma boîte parce que justement, c'est des endroits qui montrent ta flexibilité, ton agilité, le fait de ne pas avoir peur qu'on te dise non, de ne pas avoir peur de passer pour une quiche, de tomber ou de ne pas avoir les codes, de savoir que tu sais pas, Mmh. mais de savoir que tu veux savoir. C'est déjà une grosse force de savoir qu'on ne sait pas, parce que finalement ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres, d'être dans les bons réseaux aussi. Ça, c'est aussi un sujet aussi quand on arrive sur un territoire, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été des références? Est-ce qu'il y a eu des réseaux d'expatriation ou d'accueil qui t'ont aidé dans ton arrivée? Ouais, par exemple, dans les choses qu'on ne dit pas, quand tu me posais la question de l'expatriation tout à l'heure, Mmh. moi j'étais à Paris. De Paris, je savais que j'allais au Vietnam, donc j'ai commencé par regarder ce qui se passe au Vietnam. Est-ce qu'il y avait déjà des associations donc, comme on disait tout à l'heure, je suis juriste de formation, Mmh. j'ai toujours voulu travailler et je voulais travailler dans des organisations internationales. Donc, première chose que je fais, je cherche des organisations internationales sur le Vietnam. J'allais sur Hanoï, donc je cherche là-bas. Et en tant que juriste, je tombe sur une organisation qui s'appelle la Maison du droit franco-vietnamienne. Je me dis, bon, Mmh. alors, eux déjà, il est clair qu'ils vont me voir. Parfait. Donc voilà, ça c'était acté. Bon, ils avaient un site internet qui avait arrêté de fonctionner depuis 3 ans. Je ne savais pas s'ils existaient encore ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je sais que j'avais creusé à cet endroit-là. Il y a le réseau des Français de l'étranger, donc j'ai aussi regardé ça. Il y avait un réseau d'expatriés francophones. J'ai regardé ce qu'ils faisaient. Et ils avaient un guide francophone d'installation. Je leur demande, Top. est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Parce Oui. que je sais que je vais devoir chercher un appart. Et du coup, ça s'est pas passé comme je le pensais, puisque quand je les ai contactés pour leur demander est-ce que je pourrais avoir accès à ce guide, ils m'ont dit alors bah, déjà, viens. Une fois que tu seras là, Oui. tu vas t'inscrire à notre association. Une fois que tu seras inscrit, tu Mmh. auras ton guide. Étape par étape. Mais ce que tu retrouves dans la plupart de ces associations à l'international, on dit déjà viens. Puis c'est très sectorisé. Moi, je suis
un peu transversale. J'ai toujours une tendance à être sur plusieurs fronts en même temps. Par exemple, je suis au Vietnam, mais je travaille aussi sur Singapour, sur le Cambodge. Je suis transfrontalière. Tu rayonnes sur plusieurs territoires. Le problème, c'est que Mm. souvent, tu vas avoir chacune des associations, chacune qui va être sur un pays. Et du coup, quand tu vas essayer d'aller sur celle des autres pays par lesquels tu passes, ou tu échanges, où tu as aussi des contacts, ah bah, tu vas avoir cette petite barrière. Et donc, tu as plein de barrières Mm. successives qui se mettent sur ta route. Et c'est Mhm. vraiment l'art et la manière de passer ces différentes barrières pour atteindre ton objectif. Par exemple, pour moi, donc, de rayonner sur plusieurs pays où Mm. à ce moment-là, je voulais venir à Hanoï, au Vietnam. Donc, de toute manière, je suis arrivée, je me suis inscrite, j'ai eu mon guide. Mais j'avais trouvé que c'était un petit peu bizarre. Ça ne me permettait pas d'avancer aussi vite que je le voulais, donc ça m'a un peu frustrée. Mais voilà, dans le départ en tout cas et dans les réseaux que j'avais cherchés, j'ai d'abord cherché cela. Et après, en étant sur place, des réseaux internationaux d'expatriés ou de professionnels. Mais pareil, ça peut être challengeant parce que beaucoup de choses sont sectorisées, illimitées, et du coup, ça peut être challengeant. Parce que moi, je me demande aussi le fait que, par exemple, ils demandent à ce qu'on vienne sur place avant d'avoir ce guide. Est-ce que c'est pas aussi peut-être pour filtrer ceux qui sont vraiment investis de venir sur place ou juste les curieux? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu remarquer, c'est un peu ce rêve de l'expatriation qui paraît peut-être très simple et très sympa? Est-ce que ce serait un moyen de filtrer les vrais engagés ou les vrais investis comme toi tu as pu l'être? Ou pas du tout? Bah, quand bien même, je pose la question, ça change quoi? T'es curieux du Vietnam, tu vas avoir accès à un guide sur le Vietnam et où aller acheter tes rideaux. Hmm. Que tu viennes ou que tu viennes pas, ça fait quoi? Je comprends pas le filtre. Donc, pour moi, c'est une aberration. On a par exemple des groupes WhatsApp de femmes entrepreneurs sur la zone. Et au départ, c'était sur la zone Asie, donc c'était génial. Et puis, Hmm. ils ont commencé à filtrer, à faire par pays. Moi, je me suis inscrite sur les groupes des Dans 3 pays sur plusieurs groupes. lesquels j'avais l'habitude d'être. Et Ouais. de là, celle qui gère ces groupes me dit mais attendez, je vois votre numéro sur 3 pays, qui êtes-vous? Je ne comprends pas le filtre, donc je lui explique, je suis sur ces 3 pays. Après, tu peux vraiment avoir, tu as des gens qui peuvent spammer. Là, on a des données, des informations. Hmm. Si je viens t'acheter un guide pour savoir comment est-ce qu'on vit sur ce pays, je Ouais. vois pas très bien que tu sois curieux ou que tu Curieux. sois en train de venir. Je vois pas où est le problème en fait. Un guide qui était payant. Ça, c'est vrai que je l'avais pas compris. Je pensais que c'était un guide à télécharger gratuitement. Ok, donc un guide en plus qui est payant. Bah, en fait, il est payant Mm. avec ton inscription. Du coup, Mm. est-ce que tu ne peux pas t'inscrire de l'étranger et recevoir ce guide? Qu'est-ce qui t'empêche en fait? Et si tu es Bonne curieux, qu'est-ce qu'il y a de mal à être curieux? Ça revient à ce que tu disais sur l'importance d'être curieux, que c'était une de tes qualités et un de tes moteurs. Ouais, c'est une question que je me posais, que je trouvais intéressante de te confronter à cette question-là aussi. Merci pour ton retour. Et moi, je me demandais aussi le fait que tu habites maintenant au Vietnam. Est-ce que il y a des choses dans l'entrepreneuriat, à l'occidental ou la française, qui aujourd'hui en fait te paraissent un peu absurdes ou un peu surprenantes? Ce qui est compliqué, c'est quand tu as vu d'autres réalités Mhm. et du coup, c'est compliqué de revenir sur le il faut pas faire ça comme ça, faut pas faire ci comme ça. En fait, il y en a d'autres qui le font vraiment comme ça et qui vont te dire le faut pas le faire comme ceci ou comme cela à l'opposé. Je m'explique. Par Mhm. exemple, moi, je travaille beaucoup en ligne puisque je suis Ouais. loin. Et c'est vrai qu'on ne va pas remercier Covid, ce serait vraiment pas de bon ton. Mais ça a ouvert quand même 2, 3 espaces qui sont pas négligeables. Donc, par exemple, pour des profils comme moi, à l'international, ou des personnes qui sortent pas nécessairement de chez eux, même sans être aussi loin que je ne le suis, si tu vis en France, dans un endroit où il y a une connexion Internet, mais que tu n'as pas nécessairement la ville aux alentours et que tu mets Mhm. 3 heures pour aller travailler, Un peu peut-être que coworking. travailler à distance, ça peut être envisageable. Donc ça, c'était Mhm. compliqué avant la crise sanitaire. Et ça s'est ouvert après la crise sanitaire. Il faut savoir que moi, vivant en Asie, je travaillais déjà beaucoup en ligne sur plusieurs pays. Je voyage aussi sur ces pays-là, mais je Ouais. travaille énormément en ligne et c'était pas un sujet. Je te parle de Mhm. choses qui se passaient déjà il y a 10 ans. Et là, maintenant, je commence à travailler en ligne de façon régulière, intégrée dans le fonctionnement de l'entrepreneuriat à la française, à peu près 5 ans. Ça commence à être possible. Mhm. Avoir des partenariats avec des sociétés avec lesquelles je travaille à l'étranger. Parce que ce que je vends, c'est mes compétences. Mes Mhm. compétences, qu'elles soient ici, qu'elles soient d'ailleurs, ce qu'on recherche et ce qui va apporter, ce sont ces compétences-là.
Bien sûr, oui, Et de tu vois, répondre. ça te ferme de te dire oui, je veux pas ceci, je veux pas cela. En fait, ça te ferme à marcher. Tu veux pas envoyer ton guide parce que Hmm. tu n'es pas encore arrivé là physiquement. Ben, en fait, tu te fermes la possibilité que des curieux puissent venir parce qu'ils sont convaincus de ce que tu proposes. Donc là, par Pourtant, exemple, ça me effectivement, oui. paraît un petit peu absurde. Ça me paraît dommage. Peut-être que t'es déjà, en tout cas, c'est un des exemples, le fait de l'importance d'accepter de travailler avec des personnes qui sont à distance. C'est quelque Ouais. chose que tu faisais déjà avant et qui te paraît un petit peu absurde, même si ça change en France, mais qui est encore dans ses débuts. Et du coup, tu vois, tu arrives sur le deuxième volet qui est le fait d'être un peu curieux par rapport à ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il y a certains endroits où on est un peu en retard. Il y a des choses qui se font vraiment depuis longtemps dans d'autres endroits, qui sont adoptées en France et qui vont être adoptées parce que c'est comme l'arrivée d'Internet. Tu as Google ou Netflix qui arrivent. Tu sais que quand ça va arriver, c'est tellement utile. La question n'est pas de ne pas l'utiliser, c'est comment est-ce que tu vas l'utiliser, comment est-ce que tu vas vivre avec. Et donc, il faut se dire que vraiment, si je te prends des exemples super concrets, Mm. quand on est ici, on a accès à Internet. Quand je te dis ici, je te parle du Vietnam, Cambodge, Laos, des pays qui peuvent avoir l'air d'être lointains et pas aussi développés D'y développer comme on pourrait. exactement que ce qu'on a en Occident ou en France. Et il y a dans tous les pays que je viens de citer une connexion Internet. Tu viens, tu prends un café, tu demandes à avoir une connexion Internet. C'est pas un sujet, c'est même écrit sur la table pour que tu puisses te Hmm. connecter directement au réseau. Et quand Ok. tu reviens en France et que tu es dans un café ou que tu es dans un restaurant et que tu demandes s'il y a une connexion Internet, non, tu n'auras pas ta connexion Internet parce que voilà, Hmm. tu vois. Ouais, Et ouais. là, par exemple, c'est des endroits où, surprenamment, et tu vois, comme je te disais, ça ne t'enlève rien en fait. C'est tes clients. Hmm. Totalement, ouais. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça qui Ouais, sont les exemples qui sont très très parlants, pratiques hein. Ouais, et moi je trouve. ouais, et qui te donnent la vision que tu peux avoir quand tu reviens et que tu as vu d'autres choses. Ouais. Que ça doit pas toujours être simple de revenir. Tout à fait. Tu l'as dans les Hmm. deux sens. Ouais. Et ça me fait penser, je me demandais, j'ai l'impression que ton regard aussi a changé sur l'entrepreneuriat. Je me dis, est-ce que ça a changé sur ta vision de la réussite? C'est-à-dire, pour toi, qu'est-ce que la réussite d'un entrepreneur? Bah déjà, c'est quelqu'un qui arrive à être indépendant et vivre de son activité. Tu sais faire Hmm. quelque chose, tu sais créer de la valeur. Ouais. Mais déjà, juste ça, ça donne un sens, ça fait des personnes épanouies. Tu vis de quelque chose que tu sais faire. Tu n'as plus un seul patron, puisque tes patrons, c'est tes clients. Tu es dans la volonté de satisfaire tes clients avec quelque chose que tu sais faire. Et ça te force aussi à être bon, donner le meilleur de ce que tu peux faire. Et ça change complètement les personnes avec qui tu travailles. En travaillant avec des entrepreneurs, je suis tombée dans l'entrepreneuriat parce que j'accompagnais des entrepreneurs. Et donc, j'ai découvert les Hmm. entrepreneurs et je me suis rendu compte que c'était une façon de voir les choses différemment, de proposer des choses différentes aussi, avec des approches personnelles. Et tu peux avoir plein de façons de vendre un jus de fruits, tu vois. Et ça va aussi à chaque fois avec le vécu de la personne, la façon dont la personne le voit. Et Ouais, derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur. Il y a une ouais. personne, il y a un parcours. Et un Et pourquoi? je trouve ça Oui. fascinant. Parce que c'est Hmm. sans fin, en fait. La beauté de l'entrepreneuriat. Toutes ces belles choses qu'on vit en tant que... Mais moi, j'aimerais bien que toi qui es habitué à accompagner les entrepreneurs, je me dis c'est une vérité que les entrepreneurs ont du mal des fois à entendre. Ce serait quoi? Tu vas De... galérer. C'est super dur. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas être seul, faut être Hmm. accompagné, faut être plusieurs pour se motiver quand ça va pas. Il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qui m'ont envoyé Qu'est-ce qui m'a faire ça. emmené ici? Pourquoi? Mais tu vois, tu as ces moments-là, mais c'est un petit peu, je fais souvent le parallèle avec la vie, où à un moment donné, tu te dis, mais genre, j'ai jamais demandé à être là, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Qu'est-ce que tu Hmm. vas faire de ce moment que tu as sur Terre avec tes congénères? Tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et comment est-ce que tu vas utiliser ton temps? Donc, soit tu vas rien en faire et vivre dans ton truc, voilà. Pendant, Ouais, soit tu en fais quelque chose, que ce passage soit, ça peut être poétique, ça peut être joyeux. Mais c'est pas tout le temps joyeux, c'est pas tout le temps fun. Bien sûr que tu galères. Après, ce que je trouve sympa, c'est te souvenir aussi de ces galères quand ça va bien
Mmh. parce que des fois, on tend à l'oublier. Et quand la tuile revient, et puis souvent, elle revient pas toute seule, on est un peu ah là là, mais comment je vais faire? C'était tellement bien avant, et puis pas pouvoir rebondir. Je pense que vraiment, il faut avoir cette ouverture, laisser la place aux gamelles, parce que va y en avoir au moment où c'est dur à pas savoir par où commencer, c'est galère. La liberté, ça se mérite. Ça se gagne. Je pense que ouais, parler du fait de faire des sacrifices pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est souvent quelque chose dont on n'aime pas trop parler. Et c'est bien que tu le rappelles. Tu vas galérer, ça va pas être simple, mais tant que tu sais pourquoi tu le fais, let's go. Ouais, mais c'est juste la vie. Dans la Ouais. vie, tu vas galérer, ça va pas être simple, mais il y a des moments qui sont tellement incroyables que Hmm. pour ça, ça vaut le coup. Ouais. Donc, c'est ces moments-là dont il faut se souvenir. Tu vois, ça peut être la rencontre de ton amoureux, ton mariage, ton enfant, tes parents. Ça peut être tes amis ou même des personnes que tu auras croisées qui auront peut-être changé ta vie sans le savoir. Et de l'autre côté, tu as aussi les autres, ceux qui t'ont bien pourri la life, qui Hmm. t'ont empêché d'évoluer, tes profs qui n'étaient pas super bons et Encourage. qui n'ont pas voulu t'encourager, voire qui ont fait Hmm. l'opposé. Et tout ça, ça joue un rôle dans ta construction et dans l'entrepreneuriat. Et comme je te dis, c'est tout ça qui fait aussi de toi l'entrepreneur que tu seras. Parce que pour moi, la vie est aussi comme une entreprise. C'est un chemin que tu fais, que tu construis brique par brique. Et à la fin, ce qui est cool, c'est que tu regardes et tu te dis, ah, c'est sympa, j'ai fait ça. Ouais. Un chemin et des rencontres. Et on sent que c'est important d'être bien entouré et de pas travailler aussi seul. Moi, je remarque qu'on vend souvent un peu le solopreneur comme une figure qui réussit tout seul. J'aimerais bien que tu puisses nous parler de pourquoi avoir fait ce choix-là d'un duo, d'un binôme, comment vous construisez ce chemin à deux et qu'est-ce qui est le plus dur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ce mariage dans le travail? Bah écoute, j'ai plusieurs associés puisque j'ai plusieurs Ah, boîtes. Et oui. pour l'une des boîtes, vu que c'est mon mari, du coup, c'est littéralement un mariage. Donc ça aussi, c'est encore un autre sujet. Mais je pense que le parallèle est vrai sur le choix de l'association. Bah, comme je le disais tout à l'heure, je pense que quand tu entreprends, tu as un chemin personnel, tu as une décision que tu prends, des choix que tu fais, que tu portes. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la magie du truc, c'est de rencontrer des personnes avec qui tu partages ta vision. Donc, Mm, dans ta vie aussi, tu rencontres des amis, comme je te disais, ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, peu importe, où il y a un moment donné, vous partagez une vision, vous avez quelque chose en commun qui n'est pas tout à fait palpable, mais vous le sentez, vous avez envie d'aller dans cette direction-là ensemble, tu vois. Donc ça, c'est pas évident de le trouver, ça se trouve pas à tous les coins de rue, et c'est pour ça qu'on parle de mariage, de rencontre, et que si tu choisis avec cette personne de mm. continuer ensemble. Donc ça, c'est super important. La raison pour laquelle je pense que solopreneur, c'est sympa, surtout pour, de toute manière, tu n'as pas nécessairement le choix souvent quand tu Au début, commences. ouais. Voilà, Mm, donc, et ça te permet de se faire tes armes, de commencer à prendre ta posture d'entrepreneur, comprendre que ça va être compliqué, qu'est-ce que tu as dans ta besace en fait, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu n'as pas, ce que tu ne sais pas. Donc, mm, du coup, ça te permet de faire l'expérience de beaucoup de choses et notamment de l'entrepreneuriat. Donc, ça te permet de savoir les endroits où tu es plus à l'aise, les endroits où tu n'es pas très à l'aise et ce que du coup, tu peux aller chercher chez d'autres. Parce que du coup, tu pourras le reconnaître chez l'autre. Tu pourras dire, mm. toi, tu sais faire ça, je galère tellement. Et là, tu vois, on va commencer à avoir cette complémentarité qui va faire que tu vas vers une union vertueuse. Ah oui. Et donc, c'est important parce que ça permet de construire ensemble et ce que moi, je cherche dans les personnes avec lesquelles je m'associe, avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je me mets en partenariat, parce que ça n'en reste pas moins un partenariat. Et donc Mm, après, ça peut être plus ou moins inclusif, hein. C'est la façon dont il va se pratiquer. Ce sera soit sur un projet, soit sur, bah là, si on est sur un projet de boîte, on est sur quelque chose qui est sur du long terme. Donc mm. l'idée, c'est d'essayer déjà de travailler ensemble avec mes partenaires, notamment mon associé avec lequel je travaille là maintenant, ça fait 9 ans. Ah ouais. J'étais choquée moi-même de l'information quand on s'est vu la dernière fois, on était en train d'expliquer le parcours. Et moi, j'étais restée à 7 ans, mais c'était il y a 7 ans, il y a longtemps. Mm, Donc, ça fait 9 ans et on n'a jamais travaillé ensemble dans le même pays. Enfin, on a travaillé 3 mois dans le même pays, dans le même c'est bureau. dingue. La plupart du temps, on travaille à distance et on fonctionne très bien comme ça.
Mmh. C'est lui qui fait les factures, sa spécialité, c'est la partie financière, donc il gère toute la partie D'accord. financière de la boîte. Et pour te dire que je travaille à distance depuis longtemps, vraiment, on travaille comme ça. C'est ancré dans votre façon de travailler, ça marche Voilà. très bien, Donc au départ, on a commencé, même si la vision était commune, même Mmh. si on s'entendait bien, qu'on a été à la base choisi pour faire partie du board d'une entreprise sociale. Donc c'est l'entrepreneuse qui Ah! nous a choisis. Donc on était 5, donc on faisait partie des 5 pour constituer son board. Et on s'est D'accord. rencontrés comme ça. Et donc on a accepté de travailler avec cette personne, de ramener nos compétences pour aider son entreprise. Et du coup, en échangeant, on a donc commencé à travailler un peu ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Et puis lui qui me demande qu'est-ce que je fais. Ah, ça m'intéresse, c'est marrant, j'ai toujours voulu faire ça. On a bossé ensemble comme ça pendant 2 ans. Et au fur et à mesure, pour valider que est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'on travaille bien ensemble, est-ce qu'on on est vraiment Vous avez sur la même longueur oui, d'onde. des valeurs communes aussi, hein? Ouais, À tout part à la fait. vision et les valeurs, ouais. Et après, ça s'est passé naturellement et ça s'est fait. Tu vois, là, ça fait 9 ans, on s'est même pas rendu compte que ça faisait 9 ans. Et comme je t'ai dit, mon autre Mmh. associé, mon autre boîte, c'est mon mari. Et c'est pareil, et ça fait, je dirais même pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble, tellement ça commence Ça à fait à faire chiffrer. longtemps. Ah, ça fait très longtemps. Et pareil, c'est juste, c'est dans la continuité. Et c'est ça, quand c'est cohérent et que ça suit son cours, ça veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas, mais c'est avoir la capacité d'échanger, d'entendre, d'évoluer, donner cette place à l'autre et que l'autre soit en mesure d'avoir assez De la donner confiance également. pour te donner ta place aussi. Mmh. Et toi qui es juriste, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui, s'associent en termes de documents, à signer, des choses auxquelles faire attention? À quoi tu penses toi, là, tout de suite, à quelqu'un qui se dit, «J'ai envie de m'associer avec, un ami, ou même quelqu'un avec qui ça fonctionne bien en termes de partenariat»? Le parallèle avec le mariage, il est important parce que au début, on est amoureux, on s'aime bien. Tout va bien. Donc, on n'a pas du tout envie de penser qu'il va y avoir un problème ou qu'il peut y avoir des problèmes. Et c'est là où Ouais, l'aspect juridique permet, parce que pour moi, un mariage, c'est un contrat. Et quand tu remets un peu les choses à leur place, ça devient beaucoup moins sexy. Et en réalité, si on faisait une analogie, c'est un mariage avec la séparation de biens. Donc, chacun, tu ramènes tes billes, soit tes sous, soit le lieu dans lequel vous allez travailler, soit donc chacun va ramener ce qu'il a, mais c'est à lui. ouais. Et ensuite, vous fondez quelque chose ensemble. Qu'est-ce que chacun va récupérer de ça? C'est assez froid, mais si tu le fais au départ et que c'est clair dès le départ, ça permet que si à un moment donné on n'est pas d'accord, tu repars avec ce que tu as ramené. Même si on est fâché, on récupère ses affaires et on s'en va, tu vois. Mais il faut savoir faciliter ça et laisser la place pour ça. Ça permet aussi de savoir que c'est un peu comme le parallèle avec la vie, le fait de savoir qu'il y a une fin. Bah, ça permet aussi d'en prendre soin le moment que tu es en train Où de tu vivre. vis? Ouais. Exactement. Donc Mmh. savoir que si tu le mets dès le départ en disant ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher, viens, on essaye. Moi, je ramène ça. Toi, tu ramènes ça, tu ramènes ça. On essaye de fabriquer ça. Si ça marche, bah, c'est cool, on se le répartit comme ça. Si ça marche pas, toi, tu repars avec ça et moi, je repars avec ça. Est-ce qu'on est OK? Mmh. En vrai, le drame, il n'est pas. Ça Enfin, simplifie l'angoisse, le stress, et arrêter de penser à ça comme si c'était une union à jamais. Non, il n'y a pas de. Faut savoir cette maturité-là. Et quand tu es en train de partager, c'est bien d'être gentil, c'est bien aussi d'être juste envers soi-même et juste envers les autres. Mmh. Et par exemple, si c'est ton idée, ton argent, ta proposition, tu as commencé, c'est toi qui détiens 100% des shares de ta boîte. Quand tu es en train de donner plus de la moitié de ce que tu as fait à l'autre, en termes de risque que tu prends si ça ne fonctionne pas, est-ce que tu es prêt à avoir cette conversation pour récupérer L'autre moi, cette ce qui autre te donne moitié qui était à l'autre toi. Enfin, moitié qui t'appartient. donc réfléchir en termes de risque, se dire mais est-ce que si ça foire, parce que ça peut arriver, ça peut très bien marcher comme ça peut ne pas marcher ou partiellement marcher, mais tout ça, ça fait partie des éventualités. Donc la Tu as première chose que je dirais, c'est quand on commence à aller sur du plus de 30% de chair au début, alors mmh. déjà, qu'est-ce qui va rester si tu veux faire rentrer d'autres personnes, avoir Mmh. cette capacité de prendre du recul. Après, ne pas être complètement radin et se dire non, non, mais c'est à moi, 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 alors que tu as besoin de valoriser les autres, soit juste envers toi-même et soit juste envers les autres. Je retiens la justice, le côté juste et je pense que ça fait partie de toi et ça rappelle aussi ta formation de base, qui est être juriste donc
le juridique, donc ça revient aussi à la justice, à l'équilibre de la balance. Ça me fait penser à ça, l'équilibre. Après, est-ce que le droit est vraiment moral? Tu vois, c'était des sujets Ah, de première année. ouh là là. Est-ce que le droit est juste? Ou Subtilité. éthique. Ou Voilà, éthique, exactement. ça serait un sujet à développer pour une autre conversation, ouais, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est ça. Avant de conclure, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous partages. Je pense que ça va beaucoup servir à ceux qui écoutent. J'ai remarqué ton site est en anglais. Est-ce que c'est un choix stratégique parce que tu es au Vietnam et aussi parce que tu travailles à l'international? Et qu'est-ce que ça dit des clients que tu accompagnes pour que ceux qui t'écoutent comprennent un petit peu, voilà, les gens que tu accompagnes, les structures. Est-ce que c'est full anglais? Est-ce qu'il y a aussi des Français? Raconte-moi un petit peu. Mais c'est une très bonne question parce qu'au départ, je voulais surtout travailler à l'international et ça peut être des Français, mais que, du coup, Hmm, il y a le filtre de la langue. Comme je te disais, j'ai un associé, il est anglophone et si on travaille ensemble sur un dossier, le bénéfice d'avoir la team, c'est justement de pouvoir bénéficier de tous les talents et ils sont hmm, en anglais puisque je me limite pas géographiquement. Par exemple, les personnes avec lesquelles je travaille sur le marketing, sur les entreprises sociales peuvent être dans différents pays et je me concentre beaucoup sur les talents et les compétences qu'on peut amener aux entrepreneurs pour créer de la valeur et de les aider sur la base de ça. Et c'est pour ça qu'au départ, j'étais vraiment partie sur l'international, sur l'anglais, la langue des affaires. Et ça faisait un petit filtre au départ, pas spécialement voulu en tant que tel. C'était vraiment juste parce que ma clientèle était internationale. hmm. Et en fait, à terme, je me suis dit que j'aurais quand même voulu, étant française et francophone, partager aussi avec les Français et les francophones ce que je faisais. Et c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai une page et un podcast. J'ai quelques éléments qui sont en Hmm. français. Donc, les accompagnements se font en anglais et en français. Et en l'occurrence, c'est la volonté derrière, c'est que tout ce qui va être sur le développement à l'international, ça fait partie de nos points forts. C'est ce que je présente sur nos sites et sur nos propositions. Mais c'est aussi nos points forts quand on revient sur la France, sur de ces expériences, de ce qu'on peut voir ailleurs, de ce qu'on amène peut permettre de gagner du temps, des expertises peut-être pas autant développées en France et qui peuvent se faire en français avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment plus Hmm. vraiment une problématique. Ouais, donc en fait, tu viens avec un réel package, soit pour les francophones ou les anglophones, et de croiser aussi les différents savoirs, les différentes pratiques de deux mondes différents. Donc c'est hyper riche pour tes clients et ceux que tu accompagnes. Merci pour l'éclaircissement. Merci à toi pour la Ben, question. avec grand plaisir, ça m'intriguait. Donc voilà. On arrive à la fin déjà. Ça passe vite en tout cas. Merci infiniment pour ton authenticité et puis les coulisses de l'entrepreneuriat qui sont agréables, qui sont positives, mais qui peuvent aussi être très challengeantes. Et bah, ça vient avec la dernière question avant qu'on puisse conclure. Toi aujourd'hui, ça va être quoi ton prochain défi pour ton entreprise, pour toi en tant qu'entrepreneur? Voilà, que tu apprennes une zone un peu d'inconfort, de challenge. De créer des grandes communautés d'entrepreneurs, de gens qui échangent pour de vrai et que ce Mhm. soit bienveillant et que ça s'entraide pour de vrai, que ce soit pas juste on échange des cartes, je te donne ça parce que j'attends que tu me donnes ça, que ce soit Mhm. vraiment constructif. Donc je crée des communautés de mastermind, je les crée en local, mais aussi à l'international où Ouais. t'as pas besoin d'être sur place pour pouvoir bénéficier de ce qu'on Mhm. peut proposer et permettre aux autres de voir ce que je vois. Voir ce qui n'est pas vu. Ça me parle, On pour renvoie comprendre. à notre podcast précédent sur les trois regards parce que Mm, c'est tout à fait l'endroit où on se croise et la raison pour laquelle ça fait écho et que ça me parle beaucoup. Parce que mm, je pense que c'est essentiel, c'est plus de considérer les autres. Et ouais. je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs l'entrepreneuriat, c'est pas un métier anodin, c'est pas un métier comme les autres. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, à un moment, on remet beaucoup de choses en question parce qu'on apprend et qu'on peut pas rester figé sur un seul endroit. Nécessairement, tu dois évoluer. Eh ben, je pense qu'on va conclure comme ça, hein, avec cette belle phrase. Merci, c'était un honneur de te faire le switch by le switch. Merci, Et j'espère Jennifer. que ça t'a plu et que tu nous referas plein d'autres interviews aussi parce que c'est important de donner aussi la voix à de beaux parcours d'entrepreneurs comme le tien. Donc j'espère que c'est les débuts de d'autres choses en Bah termes écoute, d'interviews.
Ça m'a donné envie, c'était très sympa, c'était un bon moment. C'est un joli partage. Merci beaucoup, Ben, Jennifer. ravi. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.